Alors les enjeux du projet, c'était de mettre le pont de Sébert au-dessus de la Seine et de la RD7. Donc pour mettre en place ce pont, on a été obligé de le décomposer en deux morceaux. Donc la travée au-dessus de la RD7 et la travée au-dessus de la Seine. Donc la travée au-dessus de la Seine, c'est celle qui a le bowstring, qui est magnifique. Tout ce qui a été fabriqué provient des ateliers de Baudin-Châteauneuf. Donc c'est arrivé en petits morceaux, donc c'est des morceaux de 15-20 mètres de long, 4-5 mètres de large. Donc une fois que ces deux tabliers-là, ils ont été assemblés sur l'île Seguin, là tout le tout grand challenge, c'était de le mettre en place au-dessus de la Seine. Là, on avait des contraintes au niveau des coupures, parce que les RD7, on nous imposait des coupures de une journée. On a commencé, dans un premier temps, à la mettre en place sous des camagues. Ensuite, une fois qu'on a venu la prendre en place, on est venu la déplacer vers le bord de Seine. Ce qu'il attendait au bord de Seine, on avait deux barges de l'entreprise Saint-Hins. On avait préparé tout un matériel avec des poutres, des remorques camagues, des palets de vérinage. Donc cette travée, ensuite, elle est venue se mettre en place au-dessus de la barge. Une fois qu'elle était au-dessus de la barge, on est venu la translater sur la Seine. Une fois qu'elle est partie translater sur la Seine, on avait mis des poutres de ripage jusqu'à la route. Et donc une fois qu'on a arrimé le tablier sur la barge à l'opposé, la travée RD7 est venue se circuler tranquillement, tout doucement, pour arriver au-dessus de la RD7. Donc toutes ces opérations-là, elles étaient minutées. Une semaine plus tard, nous avons mis en place la travée bowstring au-dessus de la Seine. Où là, pareil, la barge était équipée de camagues avec des palets de vérinage et des palets de ripage aussi. On a utilisé ces palets de ripage parce que la travée était beaucoup plus lourde. Celle-ci, elle fait 1600 tonnes. Alors par contre, toutes ces opérations-là, ça ne se fait pas comme ça d'un clin d'œil. Donc ça s'est fait en plusieurs heures. Une fois la barge au-dessus de la Seine, on est venu la translater tout doucement pour venir s'arrimer à la travée RD7. Donc là, on l'a réglée au millimètre près. Une fois qu'elle arrivait à niveau constante, nous sommes venus dévériner la palée pour qu'elle arrive au niveau définitif, 2-3 mètres plus bas. Ouais, globalement, de toute façon, quand on est dans le même projet, les équipes sont soudées. Je veux dire, nous, les équipes sont vraiment soudées parce qu'on a tous le même but commun, c'est de réussir. Il peut y avoir quelques bugs, ça, oui, ça peut arriver. Après, quand il y a un souci, le tout, c'est d'arrêter l'opération à un moment donné et reprendre le temps de tout revérifier derrière d'où vient le problème et comprendre surtout d'où vient le problème. Ça peut être un problème de niveau sur une chaise de lancement où on est 10 cm plus bas que prévu et on s'est rendu compte que le plan n'était pas bon. Et donc à ce moment-là, on va rectifier le tir ou on va changer le niveau de la chaise de lancement pour pouvoir après lancer derrière et continuer le lancement. Mais on va arrêter les opérations si on voit qu'on a un problème. Ouais, après, il ne faut pas forcément non plus le montrer trop. Peut-être intérieurement, on va avoir des moments de stress, ainsi de suite. Mais après, il ne faut pas qu'on le dégage aussi, notre stress derrière. Parce qu'après, les compagnons avec qui on va travailler, eux, ils vont sentir qu'il y a un problème. Donc, ils ne vont pas être détendus non plus dans leur manière de travailler. Pareil, si on le dégage au niveau du client, on dégage qu'il y a des soucis. Ils vont poser plein de questions, ils ne vont pas comprendre. Et eux, pareil, après, ils vont commencer à paniquer. Donc, le plus simple, c'est déjà essayer de garder une certaine posture déjà. Et après, de se poser les bonnes questions derrière en cas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire et agir et avoir toujours des solutions de secours. Le secret, c'est surtout que c'est des opérations qui sont préparées longuement en avance. Donc, on n'a pas de surprise. Donc, je veux dire, c'est surtout ça. Non, mon boulot, c'est pas d'en avoir. mais quand il y en a, le but, c'est surtout d'anticiper les choses et faire une analyse de risque derrière sur tous les problèmes qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer déjà sur les chantiers. Ouais, mon premier, c'était la gare Austerlitz à Paris, où j'en ai fait un dans mes premières années en 2002. Où voilà, c'était vraiment mon premier ouvrage en conduite de travaux et c'était de la charpente en immeuble. Et c'était compliqué à gérer parce que c'était des chantiers dans Paris avec des grues à tours et j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, le pont sur la Maine à Angers, c'est un pont avec un arc, avec des suspentes, qui est assez imposant, qui est vraiment très joli, où je suis beaucoup impliqué sur ce projet-là. Après, il y a d'autres chantiers comme l'opération de la mise en place du pont de Batignolles, où là, pareil, c'est une opération qui s'est passée sous coupure des voies SNCF, où on a travaillé du 24-24 pendant 3 jours, où là, l'opération, elle a été compliquée, ça a été dur, on est fini, on est sorti de l'opération, on était tous rincés.
On était vraiment épuisé. Et donc voilà. Après, il y a par contre, voilà, le pont de Sébert, maintenant, aujourd'hui, fait vraiment partie des ponts mythiques où l'opération de mise en place est l'opération la plus technique à laquelle j'ai pu participer dans sa variété du matériel utilisé, comme de la méthode et de la mise en place à chaque fois.